On va tester des bundles sans les avoir créés avant. Et ça nous permet de tester les offres et de savoir rapidement quels produits on peut mettre ensemble et donc du coup optimiser les coûts pour les mettre dans un seul packaging. On doit performer sur une catégorie de produits qu'on n'avait pas l'habitude de vendre avant. Donc ça t'appelle à faire de nouvelles créas, avoir une nouvelle stratégie sur comment je vais toucher cette audience-là. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le taux de conversion, c'est intimement lié au site et à ce qui est fait sur le site. Si je devais mettre un curseur, je dirais que le site, c'est peut-être 10%. On fait des campagnes, le seul objectif, c'est de choper un email. Donc Yacine, ton titre exact, c'est Head of Direct E-Commerce. C'est ça. C'est par opposition à tout ce qui est indirect. Donc pour vous, ça représente Amazon, Marketplace, etc. Donc tu pilotes toute cette partie-là chez Delsey. Donc Delsey est une marque qui a un peu plus de 70 ans maintenant, je crois. J'ai 75 ans. Donc une marque qui a été fondée en France, avec un actionnariat qui est un petit peu plus divers que ça en termes de nationalité. Donc toi, tu es dans la boîte depuis, ça fait 3 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Au programme du jour, nous allons traiter un certain nombre de sujets que j'ai notés sur ma feuille et que je vais vous rappeler. Pour ne pas en oublier, on va commencer par parler de Shopify. C'est un sujet un peu récurrent, d'ailleurs je me rends compte dans le podcast sur les boîtes qui font à peu près la taille d'Elsey, on en parle toujours d'une migration et c'est souvent vers Shopify. Vous, il y avait pas mal de sous-sujets dedans notamment, il y avait le CRO principalement, donc avec amélioration du taux de conversion et optimisation du panier moyen. On va faire un petit focus sur les US, qui est un pays que vous avez très bien développé, on parlera des chiffres juste après. On parlera de la concurrence avec notamment une grosse marque qui fait un duopole entre guillemets avec vous, même si au sens stratégique market du terme, c'est pas vraiment le mot exact, mais c'est Samsonite. Tout à fait. On parlera de la préparation du Q4, l'email marketing, votre stratégie de partenariat et les nouveaux marchés que vous lancez, notamment le Japon et vos projets en Australie et en Inde. Voilà. Bon, ça va être dodu, hein. Tu peux commencer par te présenter un petit peu ton parcours, puisque nous avons fait une école commune. Je sais pas si tu veux remonter jusqu'à là-bas, et puis après je te laisserai présenter Delsey, on pourra gentiment entamer la discussion. Avec plaisir. Écoute, merci Théo déjà pour l'invitation. Effectivement, Delsey, c'est une marque qui a plus de 75 ans, qui à la base faisait pas du tout des bagages, c'était un fabricant d'étuis pour appareils photo et typographe, et qui au fil des années s'est transformé et est devenu aujourd'hui la marque qu'on connaît, et qui a pris beaucoup de virages, on va avoir l'occasion d'en parler. Et du coup, effectivement, oui, on a fait une école commune. Je suis sorti d'HEC quelques années avant toi, je suis promo 2017. Quelques petits mots sur mon parcours après HEC. J'ai globalement été dans l'e-commerce sur les 8 dernières années. J'ai bossé en agence analytics pendant 2 ans et demi, en agence média pendant 1 an. J'ai bossé chez l'annonceur sur un poste plutôt data. Et ensuite, je suis passé par la case dropshipping pendant le Covid, pendant 2 ans, qui a été une formidable école pour l'e-commerce. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Ils sont très dangereux, les profils qui viennent d'écoles de commerce et qui ont fait du dropshipping. Ce sont des gens avec des bagages un peu antithétiques, mais qui se mergent bien ensemble. Complètement. Écoute, moi j'appelle ça un peu l'école du bon sens, parce qu'il y a plein de choses qui ont du bon sens et qu'on peut appliquer en fait à des boîtes historiques où il y a plein de quick wins qu'on peut rapidement mettre en place. Donc c'était hyper cool. 2 premières années chez Delsey qui ont été hyper intéressantes en termes de ce qu'on a pu faire. Je suis passé par une petite case aussi freelance où j'ai fait de la vidéo, de la créa, toujours pour du e-commerce. Voilà, parcours assez multicasquette, on va dire. Toujours sur du e-commerce. C'était déjà ce poste de Head of Direct E-Commerce sur lequel tu as commencé ? Alors, plus ou moins, je gérais plutôt le scope France et Europe centrale, sur un poste un peu plus opérationnel. Donc, je faisais pas mal de production, je faisais des analyses, je faisais une partie un peu plus opérationnelle. Et maintenant, c'est une partie un peu plus strat où je vais piloter l'ensemble des e-shops de la boîte et vraiment gérer la stratégie e-shop, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va ouvrir comme site et quels vont être nos leviers de croissance. C'est quoi un peu, peut-être pour rappeler aux auditeurs, les grands marchés sur lesquels Delsey est présent ? France-US, c'est les gros, c'est les principaux ? Alors ça dépend si on parle de l'online ou pas, mais globalement on est présent dans une centaine de pays, donc c'est quand même une très très grosse marque. Et nous online, on a une grosse présence aux US, on a une grosse présence aussi en Europe centrale, donc principalement la France qui est notre marché principal ici en Europe. On a aussi une présence au UK, en Allemagne, en Espagne, en Italie et sur le continent asiatique depuis 1 an maintenant au Japon. On aura l'occasion d'en parler avec l'ouverture de l'e-shop japonais il y a un peu plus d'1 an maintenant. D'accord, bon, prenons les sujets dans le bon sens. On va commencer par parler de votre site, l'e-shop, le fameux, qui n'a longtemps pas été sous Shopify. Est-ce que tu peux nous détailler ce chantier ? Pourquoi est-ce qu'il est intervenu ? Qu'est-ce qu'il a fait comme résultat ? Alors on était sur Salesforce avant, je sais que ça peut en choquer plus d'un, passer de Salesforce à Shopify. Moi je pense que cette migration était nécessaire. Mais si je devais donner un argument, ce serait la simplicité et l'efficacité sur une plateforme comme Shopify.
Shopify. Je peux donner une anecdote qui est assez marquante. Quand j'ai rejoint DLC, on était sur Salesforce. Il nous restait quelques mois avant de pouvoir migrer. Et j'ai demandé à pouvoir modifier un bouton sur le checkout. Donc c'est une petite tâche, mais qui a quand même de grosses implications, puisque le checkout, c'est une partie clé du parcours client. Et donc on avait une agence à l'époque que je ne vais pas citer. Mais du coup, cette agence, j'aurais demandé un devis en fait pour faire cette évolution. J'ai dû attendre 8 jours pour avoir le devis. Une fois que j'ai eu le devis, j'ai dû attendre 1 semaine avant le début de l'implémentation. Ensuite, l'implémentation a été faite en 4 jours pour un prix de 1 500 €. Bon, moi, je trouvais ça scandaleux parce que venant du monde du dropshipping où tu bosses avec des freelances sur un outil comme Shopify qui est hyper flexible, hyper agile, c'est un peu choquant. Donc, la politique du bon sens veut aussi remplacer ces pratiques-là qui sont chronophages, qui sont souvent pas efficaces et qui apportent peu de résultats. Et donc voilà, je trouvais ça que c'était scandaleux. Et du coup, voilà, une des raisons pour laquelle on a voulu migrer, c'est avoir cette agilité. Recruter un développeur Shopify, c'est super facile. Les développeurs Salesforce, ils travaillent un peu sous un format de boîte noire. Donc, franchement, c'est un super outil, mais sur le côté flexibilité, agilité, le fait aussi de pouvoir mettre rapidement des A/B tests et de faire évoluer la page produit pour tester plein de choses, c'est quand même beaucoup plus simple avec Shopify. On va avoir accès à un écosystème d'app qui est ultra large, où on peut facilement tester avec souvent aussi les apps Shopify ont des périodes gratuites. J'imagine que tu connais ça. Et donc, ça te permet aussi pour des petites boîtes de pouvoir tester avant de pouvoir s'engager sur une structure de page produit et s'engager sur des coûts plus importants. Et tu as rencontré la résistance ou pas dans ce projet de migration? Tu veux dire la résistance de la part en interne? Est-ce qu'il y a des gens qui disaient, est-ce que par exemple tu as fait un benchmark ou tu avais déjà Shopify en tête? Globalement, en fait, on avait des peines à scaler nos 2 plus gros e-shops qui sont l'e-shop FR et l'e-shop US. On était un peu moins bons sur les autres marchés, mais sur les e-shops France et sur les e-shops US, ça bloquait où? C'était quoi les... C'était au niveau de la facilité d'implémentation de nouveaux modules, la capacité de pouvoir rapidement adapter sa page produit et de faire des A/B tests. Des exemples pour peut-être relier ça à une problématique de croissance. En quoi est-ce que ça capait la croissance de ne pas pouvoir mettre un... Typiquement, nous, on a identifié très tôt une problématique de cross-sell en fait qu'on n'arrivait pas à mettre en place, qu'on voulait tout simplement faire marier plutôt des produits complémentaires. Donc voilà, quand tu achètes une valise, t'achètes le sac qui va avec de la même gamme ou t'achètes un accessoire, etc. Et c'était des logiques qui étaient très complexes à mettre en place sur Salesforce. Et donc non, franchement, cette migration, elle a été bien accueillie par tout le monde. Même côté IT, en fait, on avait des réticences sur le fait de bouger sur notre environnement technique. C'est toujours quelque chose qui peut faire peur. Ça a été globalement bien reçu. On va dire le seul aspect où on a un petit peu perdu en performance, c'est sur le store international. Donc avant, on avait des stores dédiés par pays. Par souci de simplicité, on a tout mis ça sur un store international qui est aujourd'hui moins performant que ce qu'on avait avant sur Salesforce. Qu'est-ce que tu entends moins performant? Tout simplement en termes de performance, en termes de taux de conversion, en termes de panier moyen et en capacité de pouvoir adresser ces marchés. On est moins bon. Mais en même temps, c'est une structure qui fonctionne avec notre mode de fonctionnement où on avait un staff qui était relativement limité pour gérer ces e-shops. Et donc voilà, avoir un site en fait qui gère du multi-devise, qui gère du multilangue, qui a plusieurs briques de paiement, qui doit livrer dans plusieurs pays, c'est assez complexe à mettre en place et surtout ça demande beaucoup de maintenance. Et voilà, on va dire c'est un des points négatifs de cette migration. Et qu'est-ce qui fait que la performance a été différente? Pourquoi est-ce que ça marchait sur vos stores historiques, enfin les gros, et sur les petits pays c'était plus compliqué? Enfin, comment est-ce que la performance pouvait être différente entre les deux? C'est quoi qui a changé? En fait, la réponse est très simple, c'est que sur ces shops, que ce soit les US ou la France, on a un store dédié avec un URL dédié, alors que sur le store international, c'est un store qui va gérer plusieurs pays, plusieurs devises et qui va avoir en fait des folders. Donc c'est un peu, si tu vas sur un site, tu vas arriver sur eu.tamarque.com et ensuite tu vas avoir des folders eu.com/fr/de/es. Et ces folders, ils complexifient en fait l'architecture et ils pénalisent un petit peu ton site en termes de temps de chargement. En termes de temps de chargement, par exemple. Ouais, temps de chargement, c'est un exemple. La capacité aussi à gérer le multilangue qui est pas toujours parfait. Et donc voilà, c'était pas la structure optimale qu'on espérait. D'accord. Et tu parlais aussi en termes de taux de conversion et panier moyen. Je cherche vraiment à isoler les facteurs. Ça, je pense, c'est intéressant pour nos auditeurs. Je parle sur ces stores un peu donc mineurs pour vous en termes de volume. Ouais. Est-ce que c'est juste le temps de chargement qui faisait que, en fait, il y avait juste, parce que normalement, ça n'a pas enfin, si ça a un impact, sur le taux de conversion. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce que Shopify a fait baisser le taux de conversion de ces
petit marché? C'est tout simplement le fait d'avoir des pages produits qui étaient moins optimisées que si on avait des sites en propre. Et qu'est-ce que ça veut dire moins optimisé? Moins optimisé, en fait, on avait un site qui gérait vraiment toute l'Europe, donc on va gérer le Danemark, la Suède, la Norvège, et c'est compliqué de suivre en fait les traductions de tous ces sites-là. Donc on avait des pages produits qui étaient pas optimisées avec des mots qui restaient en anglais. Donc voilà, en fait, déjà on avait énormément de pays, on a réduit le scope pour mieux servir les pays principaux, ceux qui apportent du chiffre, et grosso modo essayer de faire croître ce site international uniquement avec les stores principaux. Donc c'est engagé du coup le chantier CRO derrière là-dessus. Est-ce que Shopify ça rend plus facile le fait de mettre en place ce genre de choses-là? Ouais, complètement. C'est d'ailleurs un gros point positif. Shopify te permet de tester des modules CRO hyper facilement. Donc on le sait, ils ont un écosystème d'app qui est hyper riche, qui est hyper fourni et qui permet rapidement de pouvoir tester. Vous utilisez lesquels, vous, un concept, CRO, par exemple? Alors, je peux te dire, pour le cross-sell, on utilise Potions, que tu dois connaître. Je vois très bien. Sûrement, qui est un super outil de cross-selling qu'on met au niveau de la page produit, qu'on met aussi en recoproduit en fin de page, et aussi au niveau du cart slider. Donc, c'est clairement un outil qui nous aide à augmenter notre panier moyen. Je dirais pas tant sur le taux de conversion, même si ça a quand même un impact, mais c'est surtout, ça nous permet d'augmenter nos paniers moyens, qui est une problématique clé pour nous, parce que on vend des valises, donc du coup le réachat sur de la valise c'est un peu compliqué vu que tu la renouvelles pas chaque 3 ans. Donc c'est important pour nous d'avoir un panier moyen qui soit le plus important possible dès le départ, et ça nous permet justement de faire des associations assez malins. Sur les A/B tests de page, vous avez un module aussi en particulier que vous utilisez? Ouais, alors j'ai testé plein de produits, je vais pas te mentir. J'ai testé plein d'outils d'A/B testing. Aujourd'hui, celui qu'on utilise, c'est un outil assez peu connu qui s'appelle Intelligems. Je sais pas si tu connais. Non. Je recommande à fond, parce que c'est hyper simple à utiliser. Après, c'est un petit peu limité dans le nombre d'A/B tests que tu peux faire. En tout cas, sur A/B tester, que ce soit des photos, le prix, l'offre, c'est hyper simple à utiliser. Si tu as suffisamment de data, au bout de 48 heures, tu as des réponses. Et voilà, ça va un petit peu dans la logique de Shopify, d'agilité et de flexibilité. C'est vraiment un outil qui permet de tester des choses rapidement et de prendre des bonnes décisions. Alors peut-être qu'on peut diviser le chantier CRO en deux sous-parties, donc taux de conversion pur et panier moyen. Ouais. On a déjà commencé commencé à parler du panier moyen, donc on peut continuer là-dessus. Et c'est quoi donc les grandes initiatives que vous avez mises en place qui ont fait monter le panier moyen? Tu parlais du cross-sell. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, cross-sell, upsell, c'est juste que les deux arrivent à des moments différents du panier. Ce qu'on a mis ensemble, alors je dirais pas que c'est un chantier CRO qui est fait avec des apps, mais c'est plutôt, ça part d'une réflexion stratégique pour essayer de bundle ensemble des produits qui ont du sens. Donc, on a pu, par exemple, mettre en place la vente de sets. Donc, les sets, très simples, c'est une petite valise, une moyenne et une grande. Et aujourd'hui, on a pu vendre le principe de sets nestés. Donc, c'est-à-dire, on va avoir une petite valise dans une moyenne, dans une grosse. Et on va pouvoir faire des bundles, en fait, avec ces produits-là pour les associer avec un sac à dos, avec d'autres types de produits qu'on peut avoir. Donc, c'est une démarche CRO, mais qui demande un petit peu à changer ton merchandising avant, avoir une réflexion sur quel type de bundle. En fait, c'est pas juste tu ajoutes un produit en plus de ton produit principal, c'est que le SKU en lui-même, c'est le bundle. D'accord. Et pour rester sur la problématique du panier moyen, l'email marketing, ça nous aide aussi énormément pour pouvoir justement augmenter cette LTV, notamment sur du post-purchase et même sur du pré-purchase, pour essayer justement d'avoir un panier moyen qui soit le plus important sur le premier achat, sachant que probablement on ne reverra pas ce client avant pas mal de temps. C'était intéressant, on en parlait en préparation de cet épisode, toute la démarche que vous avez mise en place avant de trouver les bundles qui fonctionnaient bien. Vous en avez testé, tu me disais, un peu une trentaine. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez appris sur... tu vois, en fait, il y a des gens qui vont vouloir faire exactement la même chose chez eux et ils ne sont pas DLC, donc ils ne vendent probablement pas des valises non plus, mais est-ce qu'il y a des grandes logiques qui font que ce à quoi vous avez abouti, c'est des choses que potentiellement tu devrais refaire si jamais tu changeais de marque? Ouais, alors on écoute beaucoup nos clients pour ça. Donc, alors j'ai un peu apporté une démarche un peu dropshipping sur cet aspect-là, dans le sens où on va tester des bundles sans les avoir créés avant. Alors typiquement, tu vas commander ta valise plus ton sac, tu vas les recevoir dans 2 colis séparément. C'est un peu triste. Mais ça nous permet de tester les offres et de savoir rapidement quels produits on peut mettre ensemble et donc du coup optimiser les coûts pour les mettre dans un seul packaging. Mais au début, on teste une vingtaine d'offres différentes. Donc ça passe par la créa. Vraiment, c'est l'acquisition. On va essayer de tester
plusieurs combinaisons différentes. Au début, on part d'une intuition. On se dit que cette valise, elle peut marcher potentiellement avec ce sac parce qu'ils sont de la même famille. Ouais. Ou on a beaucoup d'outils d'analytics qui nous donnent un petit peu les produits qui sont pris ensemble. Donc, on essaie de les mettre naturellement ensemble sans que la personne ait à quitter la page produit pour aller le choisir. Donc, il y a des choses qui sont assez intuitives. Et puis, il y a des choses que tu apprends en fait en postant tes créas et se disant ah ouais, putain, mais j'aurais pas imaginé que ces deux-là fonctionnent. Et pourtant, oui. Donc, voilà, ça part d'une intuition. Et ensuite, on valide avec une période de creative testing. En fait, on va essayer de valider les créas et l'offre. Et une fois que c'est bon, on crée le SKU, on crée le bundle et on essaye de capitaliser dessus et de puber dessus autant que possible. Aujourd'hui, il y en a 4, c'est ça sur votre site que vous avez gardé, des bundles? Sur le site US, non, il y en a même plus que ça. Okay. On a plus que ça parce qu'en fait, on fait ça chaque 6 mois. Ouais, vous faites des tests. Ouais, parce qu'en fait, on a des nouveaux produits qui arrivent. On parlera aussi, là, on a des nouveaux produits là, de la marque Benetton, qui est un des partenaires. Mais typiquement, voilà, dès qu'on a de nouveaux produits, on va d'abord tester un petit peu quels sont les produits individuellement qui marchent. Donc on va avoir 20 SKU par exemple. Sur ces 20 SKU, on va voir qu'il y en a 6 qui se démarquent du lot, qui marchent. Et puis il y en a 3 qui marchent très bien. Et puis le reste qui ne marche pas du tout. Donc moi, mon taf, c'est aussi de dire, en fait, ces SKU-là ne marchent pas online. Ça ne veut pas dire qu'ils ne marchent pas du tout. Ça veut juste dire que sur l'audience online, ils ne fonctionnent pas. Et par contre, sur les 6 produits qui sont un petit peu entre les deux, on va essayer de tester différentes choses. On va tester d'autres types de bundles. Donc peut-être que c'est la valise avec le sac, peut-être c'est la valise avec la trousse de toilette ou le porte-manteau. Donc on va tester vraiment plein de combinaisons pour ensuite avoir vraiment des créas finales qui nous permettent de valider une offre et de valider qu'un bundle fonctionnera toute l'année. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a des règles générales dans les bundles? Est-ce que c'est un gros produit avec un petit produit, ça marche? Est-ce que c'est 2 produits de même collection? Est-ce que c'est que des best-sellers ensemble? Est-ce que, toi, dans les 4 auxquels vous êtes arrivés, est-ce qu'il y en a qui vous ont surpris dans ceux qui ont mieux marché? 3 sur 4, c'est des produits de la même famille. Okay. Donc ça, c'était une intuition qu'on avait et qui s'est avérée vraie. Et ensuite, celle qui m'a surpris, je dirais, c'est quand on a 2 produits qui ont absolument rien à voir. La personne qui s'occupe du branding chez nous, qui va un petit peu râler pour dire on va pas faire un bundle d'une valise qui vient d'une gamme et d'une valise qui vient d'une autre gamme, mais elle a parfaitement raison. Donc il y a un peu un manque de cohérence si on fait ça. Et donc c'est un petit peu la limite. Donc si on voit qu'un bundle marche bien mais qu'il va comprendre 2 produits qui n'ont rien à voir l'un l'autre, on va le faire un petit peu en mode en cross-sell avec Potions plutôt que de créer un SKU commun. Ok, intéressant. Parce que, et pourtant, ça correspond, vous arrivez à identifier quel est le comportement d'achat client. Et pourtant, il fonctionne. Et pourtant, ça marche bien, ces deux-là. En fait, il achète 2 produits qui n'ont rien à voir et pourtant, il y en a beaucoup qui font ça. Ouais, exactement. Donc souvent, ça va être un usage un peu récurrent. Je sais pas, il achète pour lui et pour sa fille ou un truc comme ça. Exactement. Souvent, c'est des familles qui achètent pour... Ok. Mais du coup... Alors ça aurait pu avoir de sens de faire des créas dédiés là-dessus, mais c'est aussi quelque chose qui tâche un petit peu la cohérence graphique qu'on essaie d'apporter et aussi les univers qu'on essaie de mettre en avant. Donc c'est pas un SKU qu'on va créer, mais c'est plutôt 2 produits séparément qui peuvent être achetés sur l'eShop. Ok, donc vous c'est ça. Donc si on récapitule, le gros du chantier sur le panier moyen, c'est faire en sorte que cross-sell et upsell soient nickel. Et en fait, ces problématiques-là sont pas tant une problématique de modules plus optimisés que les autres, c'est surtout quel produit tu pousses à côté duquel. Exactement, parce qu'on a un catalogue qui est très très large, donc c'est notre force mais c'est aussi notre faiblesse. Avoir un catalogue large, ça permet de toucher plein d'audiences, mais c'est aussi facile de s'éparpiller. Et moi je suis un peu jaloux des monoproduits. En fait c'est simple, t'as un seul produit, tu le vends tout seul, t'as pas de concurrent, c'est incroyable. Moi, je vends 700 produits, je les partage avec 10 distributeurs, on vend les mêmes produits et je dois me battre. Et ce qui est sympa, c'est aussi ça dans l'e-commerce, c'est vraiment chaque boîte, chaque secteur a ses propres particularités. Et c'est hyper intéressant de bosser aussi sur une catégorie de produits qui, en apparence, a l'air simple, mais qui est assez compliqué parce que le nerf de la guerre sur l'e-commerce, c'est d'avoir de la récurrence, c'est d'avoir cette fameuse métrique LTV sur CAC qui est la métrique des boîtes SaaS, mais qui s'applique aussi très bien au e-commerce. Et nous, notre LTV, elle est difficile à aller chercher parce que les gens ne renouvellent pas leurs valises. Et en plus, notre promesse, c'est de vendre des valises qui tiennent 10 ans. Donc si tu la rachètes au bout de 4 ans, on a un petit peu raté notre pari. Donc, d'accord. C'est intéressant que vous traquez cette métrique LTV sur CAC, parce que j'allais dire, tu as bien précisé que c'était une métrique intéressante pour l'e-commerce, parce que j'ai du coup produit un article il n'y a pas longtemps sur pourquoi est-ce que les VC investissaient plus dans les DNVB. Ouais. Et un des points, c'était qu'en fait, les gens qui rachètent
fait, les VC et les gens qui rachetaient les DNVB regardaient pas la même chose. Les VC, ils regardaient comme ils investissaient dans tes SaaS. Ils regardaient LTV sur CAC. Et en fait, les gros industriels qui rachetaient des DNVB, souvent, c'était pour les mettre en distrib. Et en fait, le ratio LTV sur CAC, il a aucun sens en distrib. Ouais. Mais c'est intéressant du coup que vous, c'est un ratio. Tu vois, quand tu fais des reporting, je sais pas à qui tu reportes exactement dans la boîte, c'est un truc qui est assez haut dans les priorités de ce que veut voir la personne. Ouais, c'est important. C'est hyper important. Et je pense que le modèle s'applique presque à toutes les boîtes de e-commerce. En tout cas, ça peut être un indicateur pertinent pour toutes les boîtes de e-commerce. Modulo quelques différences que ces boîtes peuvent avoir. Effectivement, nous, un gros axe de progression, parce qu'on on vend souvent des audiences nouvelles, c'est de pouvoir améliorer notre LTV à travers d'autres catégories de produits qu'on aurait. Donc, initialement, c'est vrai qu'on est connu pour faire de la valise et on est la marque par référence française de valise. Mais on essaie de sortir un petit peu de cette étiquette qu'on nous propose. On fait ça de deux manières. La première, c'est qu'on propose, donc, comme j'ai dit plus tôt dans le podcast, d'autres types de produits, des sacs à dos, des sacs d'ordinateur, des porte-manteaux, des trousses de toilette. Mais on essaie de faire aussi des partenariats. Des partenariats qui nous apportent une nouvelle audience, mais qui nous permettent aussi de développer des types de produits qu'on n'aurait pas forcément fait, nous, DLC. Je pense par exemple à Jeep, qui est un partenariat assez récent qu'on a développé cette année, et où on a commencé à développer une gamme de produits un peu aventureurs, outdoor. C'était une catégorie de produits sur lesquels on n'a jamais très bien performé historiquement, et le fait de s'associer avec une marque comme Jeep, ça nous donne de la légitimité, de la visibilité pour aller chercher ces audiences-là et vendre d'autres types de produits que de la valise. Il y a un petit hic quand tu fais ça, c'est que tes audiences originelles, t'as un cost cap en fait, où tu connais ton coût d'acquisition pour la valise, sauf que ton coût d'acquisition pour la valise, c'est pas le même que pour un sac à dos. Et donc du coup, on a une nouvelle problématique, c'est que j'étais prêt à payer 50-60 euros de coût d'acquisition pour ma valise, par contre je suis pas prêt à le faire pour un sac. Et donc l'autre problème que tu as, c'est de réussir à avoir des paniers suffisamment intéressants pour justifier l'achat d'un sac à dos qui est quand même relativement moins cher qu'une valise. Et donc, pour bien comprendre comment est-ce que ça résout votre problématique d'LTV, donc c'est-à-dire une fois que la première purchase est faite, votre but c'est de les faire revenir, et donc vous avez constaté qu'en fait c'est le fait de faire des collaborations avec Jeep, etc., ça servait à faire de l'acquisition, mais aussi à faire racheter à des cohortes de clients qui étaient déjà chez vous. Ouais, complètement. Ok. Complètement. D'accord. Et en fait, ça a vos canaux pour toucher vos clients existants, et donc c'est le CRM principalement. Ouais, exactement. Et là-dessus, parce qu'en fait vos coûts d'acquisition là-dessus, ils sont, enfin d'ailleurs c'est même plus des coûts d'acquisition en fait, parce que juste pour bien comprendre la remarque que tu faisais à la fin sur les sacs à dos. Et qu'est-ce que ça pose comme problème concret en fait dans votre stratégie d'acquisition, le fait que ce soit plus bas, parce que j'avais l'impression qu'on en parlait dans une mécanique de faire grossir la LTV. Le problème principal que tu as, c'est que en fait, il faut que tu développes tes campagnes pour qu'elles puissent s'adapter à un nouveau type d'audience, et aussi à des sur de l'acquise. Sur de l'acquise pure. Ouais, sur l'acquise pure. Et sur des produits qui ont un prix de vente qui est moins élevé que des valises. Les campagnes originales d'LC ne peuvent pas fonctionner sur des produits comme ça, parce que tout simplement, on ne serait pas rentable avec des coûts d'acquisition à 50-60 euros. Il faut qu'on ait des coûts d'acquisition qui sont plutôt autour de 20-30. Et donc, on recommence un peu de zéro, et comme on a notre pixel qui est habitué à recevoir de la data pour des voyageurs, pour des gens qui ont une intention de voyage et qui veulent acheter des valises, des fois ça se perturbe. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti là sur ces derniers mois. Ok, et donc du coup tu te retrouves à avoir un mix marketing différent par produit. C'est-à-dire que pour vendre des valises, vous n'avez pas Google, ça peut être du 50-50, mais comme on vend des produits plus bas, je sais pas, il y a TikTok qui rentre dedans. Est-ce que vous avez ça ou... Alors ouais, on développe des campagnes dédiées, on a des créas dédiés aussi. Mais ouais, effectivement, c'est pas forcément évident d'adapter ces campagnes à une nouvelle typologie de produit qui est parfois radicalement différente de ce que tu as l'habitude de faire. Imagine, t'es une boîte qui vend de la cosmétique, et d'un coup, tu vends du prêt-à-porter. Alors, j'avoue, c'est encore plus tranchant, mais c'est un petit peu le même souci qu'on a. C'est que nous, ça fait 75 ans qu'on vend de la valise, et là, d'un coup, on doit performer sur une catégorie de produits qu'on n'avait pas l'habitude de vendre avant. Donc ça t'appelle à faire de nouvelles créas, avoir une nouvelle stratégie sur comment je vais toucher cette audience-là. Et ensuite, une fois qu'ils sont sur le site, toute cette logique de panier multiproduits, faut qu'on la mette en place. Et ce qu'on a fait aussi avec des démarches CRO qui nous permettent donc de complémenter donc la valise avec le sac de Jeep par exemple, ou de faire aussi du cross-brand, donc du DLC avec du Jeep. Et donc voilà, c'est ce qu'on met en place pour essayer de croître
en gardant un coût d'acquisition qui est relativement maîtrisé et surtout voilà, un panier moyen qui est suffisamment haut pour nous permettre ce coût d'acquisition. Ok, donc on a parlé panier moyen, LTV, super, j'avais pas mis LTV dans les sujets, parce qu'on parlait de CRO au début, il faut quand même qu'on parle de taux de conversion. Ouais. Et tu peux nous expliquer un peu ce que vous avez mis en place pour l'améliorer? En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le taux de conversion, c'est intimement lié au site et à ce qui est fait sur le site. Si je devais mettre un curseur, je dirais que le site, c'est peut-être 10%. En fait, on connaît les best practices. On sait qu'est-ce qui fait qu'un site convertit. Voilà, faut des trust patch, faut de la réassurance, faut un bon prix, faut des FAQ, faut lever les objections des clients. Mais ton taux de conversion, il dépend essentiellement de tes campagne d'acquisition et je continue à le croire. Aujourd'hui, ce qui fait passer notre taux de conversion de 1 à 3,5, c'est pas une page produit différente, c'est une campagne d'acquisition qui est logique et cohérente vraiment sur toutes les étapes du funnel. Donc ça passe par avoir une créa qui est performante, avoir une offre qui est logique et qui est cohérente et qui est basée sur de la data. Avoir un funnel de conversion sur ton site qui fonctionne, mais ça c'est un peu c'est la condition nécessaire mais pas suffisante. Enfin, je connais plein de sites qui convertissent et pourtant s'ils n'ont pas de la data de qualité, s'ils n'ont pas une audience de qualité, ils convertiront pas. Donc vraiment pour moi les gros leviers pour influer sur le taux de conversion, ça va d'abord être toute la recherche marketing que tu fais sur tes produits. Donc tu as 100 SKU. Où est-ce que tu vas mettre vraiment la loi de Pareto? Où est-ce que tu vas te concentrer sur 5-6 SKU qui vont driver 90% de ton CA? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On essaie vraiment d'identifier les SKU qui vont générer de la croissance. Donc là, par exemple, sur les soldes, on a fait un super mois de soldes en juillet. Et si tu vois un petit peu notre breakdown de ce qu'on a vendu, il y a 5 produits qui sont responsables de 70% du CA. Et donc, en fait, ça sert à rien de faire des créas pour tes 150 SKU. Tu les fais sur ces gros produits-là parce que c'est une porte d'entrée qui est intéressante, parce que ça convertit et parce que derrière, ça va automatiquement découler sur d'autres produits. Et ensuite, les gens vont naturellement naviguer sur ton site pour aller chercher le produit qui leur correspond. Si celui-là ne leur plaît pas, si celui-là est trop cher ou est à un price point qui leur convient pas. En termes de calendrier commercial, vous, quand vous vous posez au début de l'année, comment ça ressemble à quoi les réunions? Comment vous l'organisez? Vous faites en sorte d'avoir des pics à chaque... Ouais, alors bon, je t'apprends rien du tout, on est sur un business qui est saisonnier. Les gens voyagent beaucoup plus pendant les vacances scolaires, début d'été. Et là, sur Q4 aussi, c'est plutôt une bonne période pour nous. Sur la valise, les mois qui sont un petit peu en dessous, c'est, je dirais, février, mars, avril. Et octobre aussi. Mais octobre, c'est un peu pareil sur tous les business. Octobre, c'est le mois qui précède le Black Friday. Donc en général, nous, ce qu'on faisait, on faisait de la conversion, par exemple, sur octobre. Et on a arrêté, en fait. On a arrêté parce que les gens ne sont pas dans une optique d'achat. Ils n'ont pas une intention d'achat à ce moment-là, et donc on s'est pas mal cassé la gueule à essayer de faire absolument de la conversion sur le mois d'octobre, alors que ce qu'il fallait faire en fait c'était nourrir une audience, faire du branding, aller un peu plus haut dans le funnel pour essayer de ramener les gens sur le site, essayer de leur faire connaître la marque et venir avec une grosse puissance de frappe en novembre pour essayer de convertir. Donc ça c'est hyper important et je vois que c'est une erreur que beaucoup de boîtes font et que nous aussi on a fait, de vouloir sortir un peu de la saisonnalité, mais il faut que tu comprennes en fait que ta boîte, elle a une saisonnalité, et si tu essayes un peu de la faire sortir de cette saisonnalité, tu vas juste réduire ta rentabilité. Si tu veux essayer d'augmenter tes budgets x2 en février et en mars, tu peux, mais tu vas être beaucoup moins rentable. Et donc, il faut essayer de vraiment comprendre ces temps forts et de jouer dessus, et essayer de faire monter un petit peu l'envie et l'appétence des produits sur des périodes qui précèdent ces grosses OP. Ok. Qu'est-ce que vous faites activement quand vous savez que vous allez avoir une période où les intentions d'achat vont être plus hautes? Donc, si j'ai bien compris, c'est avant chacune des vacances scolaires. D'ailleurs, c'est quoi? Ça commence 2-3 semaines avant? Pas les vacances scolaires, mais il y a grosso modo les grosses opérations commerciales. Ça va être French Days en France, ça va être Noël, BFCM. Ouais, soldes. Les soldes de janvier et juillet. D'ailleurs, janvier, c'est un super mois pour nous. J'appelle ça Q5. Ouais, Je suis pas le seul apparemment. Ouais. Et janvier, c'est vraiment un super mois, même en termes de rentabilité. Et donc, quand vous timez, par exemple, si vous avez des produits à lancer, est-ce que vous essayez, donc vous mettez ça à un moment où il va y avoir une demande qui est forte, vous essayez pas en fait de combattre un temps faible avec quelque chose, vous essayez pas de créer artificiellement un pic? Non, en fait, on le faisait un petit peu avant et on s'est rendu compte que c'était quand même assez limité. Voilà, tu vas pas. En fait, c'est très simple. Il y a une stat qui est assez intéressante. Il y a 90% des gens qui achètent une valise qui ont pour intention de voyager dans les 3 à 5 semaines. Donc c'est vraiment j'ai l'intention de voyager, je vais m'acheter une valise. Et donc forcément, on est... Tu voyages pas, il n'y a pas de valise. Tu voyages pas, il y a pas de valise. En fait, tu dis pas, je vais voyager en juillet, je vais commander une valise maintenant en février. Il y a quelques personnes qui font ça, des personnes qui
sont très prévoyantes. La plupart des gens s'y prennent en général last minute. Des fois, c'est même quelques jours avant. Et donc voilà, on n'essaye pas d'aller à contre-courant. On essaye de surfer la vague et d'essayer de profiter de nos OP commerciales en fonction de notre saisonnalité et de plus travailler la marque sur d'autres moments qui sont moins porteurs où on peut moins faire de conversion. Top. Je pense qu'on peut faire un petit focus sur les US en particulier. Ouais. Qui est un marché sur lequel vous avez une belle croissance. Alors, du coup, je peux dire les chiffres. Ouais, bien sûr. Donc, l'année dernière, vous faites 5,65 millions de dollars de chiffre à peu près. Donc, c'est 2023 juste aux US. Et cette année, vous tablez sur un objectif qui est un petit peu au-dessus de 9 millions, je crois, qui a été réajusté. Donc, alors, j'ai noté pas mal de choses qui ont été entreprises pour que ça fonctionne bien. Vous avez changé la façon de procéder sur vos créas. Vous avez beaucoup plus produit, réduction des budgets un peu sur le branding. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que ça a été conquis, ce marché américain? Ouais, alors c'est un marché relativement récent. On est là depuis 5 ans, mais on a réussi à quasiment doubler le chiffre d'affaires chaque année depuis la migration. Ça a été porté aussi par la fin du Covid. Donc évidemment, pendant le Covid, on faisait rien du tout. Ça a libéré le monde du voyage, les avions. Et donc du coup on a été porté par cette dynamique qui était hyper intéressante. La migration nous a fait aussi nous a permis de franchir un cap. Clairement, on était beaucoup plus agile, on avait la possibilité vraiment de scaler ce shop beaucoup plus rapidement que ce qu'on faisait quand on était sur Salesforce. Je dirais que la première des choses, c'est que c'est une marque qui plaît aux US. On a cette French touch qui est hyper appréciée. On a des produits qui sont hyper design. En fait, vraiment, il y a dans les catégories de bagagistes, tu vas avoir des boîtes fonctionnelles et tu vas avoir des boîtes fonctionnelles, mais qui ont aussi un gros plus sur le design et la qualité des produits. Et aujourd'hui, on a des designs qui sont hyper différenciants. On a opéré aussi un changement de marque il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. Et qui nous a permis en fait de nous détacher un petit peu d'une image un peu vieillissante qu'on avait. C'était un peu la marque de nos parents d'LC. Enfin, tous nos parents ont une vieille valise d'LC qui est storée quelque part. On voulait sortir un petit peu de ça et tout simplement proposer des produits qui sont plus adaptés à une population plus jeune. Et donc voilà, donc on a fait ce superbe changement de marque avec un changement de logo, un changement d'identité graphique et d'univers graphique qui nous a beaucoup aidé. Et ça a été payant de dépenser moins en branding? Oui, alors en fait le truc c'est que c'est payant quand tu as une grosse audience de conversion que tu peux avoir à disposition. À un moment donné en fait, et surtout là dans cette phase qu'on est, tu vas épuiser toute ton audience qui a une intention d'achat. Et donc du coup, le problème de faire ça, c'est que tu vas avoir l'inverse qui va arriver quelques mois après. Donc en fait, où tu auras plus suffisamment de monde qui est en haut du funnel, et donc du coup c'est obligé de se remettre à faire des campagnes de branding pour descendre les gens progressivement vers des bassins d'audience d'achat. Autrement tu satures en fait ton audience et bon, tu peux faire tu peux faire du cross-sell, de l'upsell, mais ça devient du CRM en fait. Et il vaut beaucoup mieux faire ça avec de l'email marketing qu'en acquisition. Donc le branding c'est bien à faire, mais il faut alterner en fait entre des périodes de branding dédiées et puis des périodes de conversion. Bah tiens, peut-être le branding, enfin le rebranding, donc c'était il y a 2 ans, tu disais, donc c'est l'apparition du petit soleil, c'est ça, c'est un soleil c'est ça. Alors c'est un soleil levant. Ouais. Donc ça symbolise le soleil qui sort comme ça de l'horizon. Pendant très longtemps, on nous a associé à un décapsuleur. Parce que je sais pas si tu vois l'ancien logo. Toujours très marrant de voir comment les consommateurs... Ouais, donc c'est trop drôle. Il y avait une espèce de petit trou en fait en bas du logo et ça fait un petit peu décapsuleur. Donc voilà, on est un peu sorti de cet univers-là avec un DLC Paris qui était aussi un peu une typo un peu anglo-saxonne, un peu old school là, qui c'est beaucoup plus aéré et beaucoup plus en phase avec nos valeurs de liberté, de voyage, d'entrepreneuriat, et voilà, c'est tout ce qu'on aime partager avec cette nouvelle identité graphique. Ok. Et c'était un outil pour se différencier aussi un petit peu de gros concurrents qui est Samsonite. Ouais. Ça a été fait dans cette optique-là aussi? Ouais, complètement. C'était hyper. En fait, le Samsonite, donc qui est clairement notre plus gros concurrent, il y a aussi Rimowa, le groupe LVMH, pardon. Clairement, en fait, le gros avantage qu'a Samsonite, un peu comme Kleenex sur les mouchoirs, c'est qu'il est top of mind. Tu demandes à l'average Joe aux US. Suitcase, c'est Samsonite. Donc, ils ont vraiment ce truc-là qui est très fort, mais Samsonite n'investit pas tant en branding que ça. Mais ils ont la chance d'être, ils ont travaillé pour, d'être top of mind et d'être vraiment numéro 1 en termes d'association.
Donc pour nous, c'est compliqué en fait de venir concurrencer dans ce milieu-là, surtout aux US où ils ont une énorme part de marché et ils ont une awareness qui est incroyable. Nous, on est obligé de travailler de l'awareness, de travailler du haut de funnel pour nous faire connaître avec nos arguments, donc avec l'argument d'une marque française au rayonnement international, avec la qualité de nos produits, avec un savoir-faire aussi qu'on a depuis plus de 75 ans. Donc on essaie d'apporter tout ça aux US et voilà, je suis très content que ça paye. Et sont des critères de choix aujourd'hui pour les consommateurs, ça? Complètement. Aujourd'hui, on a même des valises DLC qui apparaissent dans des productions Netflix ou des films, enfin des grosses productions. C'est même pas des partenariats, on les paye même pas pour ça, donc ils choisissent naturellement nos produits, en particulier la gamme Châtelet, qui est notre absolute best-seller. Et donc c'est très cool, voilà, de voir que naturellement les gens vont choisir tes produits pour les mettre en avant. C'est un gage de confiance et de qualité. Et nous, ça nous fait de la pub gratuite, donc on ne dit pas non. D'accord. Et juste pour avoir un ordre de grandeur en online, vous avez un peu une idée de à quel point ils sont plus gros que vous, Samsonite, sur le marché US? J'ai pas les chiffres là sur moi, mais ils ont vraiment une très très grosse part de marché aux US. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est peut-être plus de 50%, enfin ou peut-être plus de 40%. Donc c'est vraiment énorme, sachant qu'il y a beaucoup d'acteurs. Hein. Il y a des nouveaux acteurs comme Away par exemple, ou Monos qui arrivent et qui ont une approche qui est radicalement différente. Ils sont des pure players. Ils arrivent, ils font une gamme. Donc même en termes de production et d'économie d'échelle, c'est très facile parce que tu as un seul moule. Et donc du coup, tu as un moule, 3 tailles. Et voilà, ils ont réussi à choper des belles parts de marché. Et voilà, ils ont leur qualité, on a les nôtres et on essaie de les faire jouer à notre avantage quand on est sur ce marché-là. Super clair. Comment est-ce que vous raisonnez par exemple, pourquoi vous avez lancé le Japon? Alors le Japon, petite mention pour notre CEO qui adore ce marché et qui a vu tout de suite un potentiel de développement. Le Japon, c'est un marché hyper intéressant pour nous, c'est un marché qui adore la France. Et donc nous, on arrivait avec nos arguments, voilà, en bagage français. Donc on s'est lancé là-bas il y a 1 an. On avait déjà une petite présence physique qui confirmait notre intuition que voilà, on pouvait avoir une place dans ce marché-là. On a un design qui est assez tranchant et on a des produits qui marchent très bien sur le marché japonais. Je pense notamment aux produits Rempart qui sont un petit peu des valises cubiques qui s'empilent. Et ça, c'est un concept très, très japonais, un peu de... C'est pour mettre dans un coffre quand tu alors on a des modèles trunk qu'on a développés pendant le Covid d'ailleurs. Et c'est des modèles qui rentrent beaucoup plus facilement dans des coffres de voiture ou des espaces de rangement pour le train. Donc pendant le Covid, les gens continuaient à voyager, mais ils voyageaient différemment. Ils voyageaient moins en avion, ils voyageaient plus sur des courtes et moyennes distances en voiture et en train. Donc on a développé toute une gamme de valises trunk qui sont adaptées à ces modes de transport. Et puis au Japon, on est venu voilà, avec ce qu'on sait faire et avec ce type de produits, donc les trunks qui ont très bien fonctionné au Japon, et avec les produits, avec notre best-seller Châtelet qui est devenu notre absolute best-seller aussi et de très loin sur ce marché-là. Donc on avait vraiment des belles convictions parce qu'on avait déjà une présence offline qui nous confirmait un peu les chiffres, mais ça s'est confirmé online. Ça n'a pas été facile au début, aller sur un marché qui est très différent des marchés occidentaux sur lesquels nous, on avait l'habitude de faire. Et on a un peu fait cette erreur de venir avec nos croyances sur voilà, l'UX en Europe, c'est ça, les créas qui fonctionnent, c'est ça. Et on va juste faire CTRL-C, CTRL-V et appliquer ça. Et c'était un peu naïf de penser ça parce que le marché, c'est un marché qui est radicalement différent en termes d'habitude, en termes d'UX. Les sites qui convertissent bien au Japon, c'est des sites, mais on dirait des vieux sites qu'on a des années 90 ici. Enfin, c'est assez impressionnant. Et donc, du coup, on a dû s'adapter par rapport à l'UX, faire un site qui rentre plus dans les codes des habitudes d'achat au Japon. Et aussi au niveau des créas. On a essayé des créas qui fonctionnaient bien aux US. Et je pense que c'est un bon point de départ de se dire, ça a bien marché dans 3 pays, pourquoi ça marcherait pas là? Et de se rendre compte petit à petit que, en fait, il faut cette empreinte locale, il faut s'entourer de gens qui connaissent le marché pour nous aider à avoir des créas qui sont plus adaptés pour ce marché. D'accord. T'as vu quoi comme différence de comportement d'achat chez les Japonais, s'il y a des personnes qui penseraient à lancer le Japon? Alors, moi je pensais déjà Japon un peu naïvement, donc gros pays, gros pouvoir d'achat. Et en fait, bizarrement, c'est un peu les modèles qui sont moyens de gamme et entrée de gamme qui fonctionnent.
Donc ça, c'était déjà une croyance que j'avais dès le départ. Je dis, OK, on va venir vendre les produits, parce qu'en fait, DLC, on a vraiment des produits qui sont adaptés à tous les prix. Donc on a vraiment de l'entrée de gamme, du milieu et du très high-end. Et notre intuition, c'était que c'est les produits milieu de gamme et high-end qui allaient fonctionner, alors qu'en réalité, c'est plus les produits entrée de gamme. Donc ça a été un petit changement. Donc voilà, ça c'est un exemple, par exemple, Okay. qu'on a eu au Japon, ouais. D'accord, ok. Je regarde, oui, écoute, tu nous as parlé un peu des partenariats, je sais pas. Oui, il y avait quand même un point intéressant que je voulais que tu mentionnes, c'est les deux types au moins de partenariats que vous nouez avec les partenaires. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Complètement, ça fait partie des gros axes de développement de DLC. On noue plein de partenariats. Donc parmi ces partenaires, je peux citer Roland Garros, avec qui on bosse depuis pas mal de temps. On a co-développé des produits pour Peugeot, pour la maison Peugeot, des produits qui sont d'ailleurs ultra high-end et très stylés, si vous avez l'occasion de les regarder. On a fait des partenariats avec Alfa Romeo F1 et cette année avec Jeep et Benetton, United Colors of Benetton. C'est des partenariats qui sont hyper importants pour nous parce que ça nous permet d'être associés avec des univers différents. C'est en général des gens qui reconnaissent notre savoir-faire et qui veulent développer des valises qui est soit un segment qui n'ont pas eu l'occasion de pousser eux-mêmes, soit ils veulent complètement déléguer cette partie-là, et du coup on s'occupe de la distribution, de la création, de la conception. Vraiment on s'occupe de tout de A à Z. Et c'est aussi des partenariats qui nous ouvrent de nouvelles portes qu'on n'avait pas forcément avant. Donc j'ai parlé tout à l'heure de Jeep qui nous ouvrait la porte de toutes les audiences un peu off-road, aventure, voyager un petit peu solo, backpack, que nous on gérait un petit peu moins. Nous on est plus sur de la valise urbaine et sur des modes de transport urbain. Donc c'était une super collab. Pour Benetton par exemple, on a beaucoup plus l'axe famille. Donc on a beaucoup de sets qui sont sortis sur Benetton avec des couleurs un peu flashy, un peu sympas, qui sont dans l'esprit Benetton. Sur Roland Garros aussi, c'est plus des optiques de branding. Voilà. Donc être associé avec une marque prestigieuse et développer une ligne de bagages qui est 100% aux couleurs de la marque. Tu disais, il y a les deux types de partenariats, c'est partenariat branding et partenariat de distribution. Ouais. Ok. Nickel. Écoute, on peut clore en parlant du dernier sujet, c'est le CRM, que tu nous as déjà un petit peu teasé là-dessus. Alors, toi, tu bosses avec Tom, du coup, de Standard Ecom. Ouais, exactement. Tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que sur quel point est-ce que vous avez bossé aujourd'hui, comment ça fonctionne une fois qu'on a fait un achat ou alors une fois qu'on donne un email? Alors, faut savoir, l'email marketing, ça a toujours été un sujet assez compliqué à gérer chez nous. J'avais jamais trouvé d'agence qui était irréprochable, on va dire, sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est complexe et qui fait appel à des skills un peu différents. T'as le côté copywriting, savoir écrire avec une vraie plume, savoir vendre, mais garder aussi un ton qui représente l'image de la marque et qui représente le style de la marque. C'est pas du tout évident. Quand j'ai commencé à faire du copywriting et que je voyais qu'il y avait des copywriters qui touchaient 250 € de l'heure, je me disais non mais c'est facile, mais en fait c'est pas du tout facile, c'est toute une science et c'est la science des mots. Et moi je me suis pris de passion pour cet univers-là. Et donc du coup soit je trouvais des personnes qui savaient très bien écrire, mais du coup qui avaient moins cette partie data, CRM, segmentation, ou soit on bossait avec des gens qui maîtrisaient très bien que ce soit les flows, la partie segmentation, CRM, mise en place des campagnes, mais qui leur manquait le côté écriture et copywriting. Ça fait 3 mois qu'on bosse avec Tom. Pour l'instant, ça se passe très bien. Nous, l'email marketing, c'est extrêmement important pour nous et ça devrait l'être pour tout business e-commerce. On l'utilise beaucoup en fait pour venir pallier à des périodes où les CPM sont très élevés. Donc par exemple sur du Black Friday, ça coûte 4 fois plus cher de faire des pubs. Et donc du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que avant le Black Friday, on va faire des campagnes de branding et de awareness pour choper des leads. Principalement, on fait des campagnes, le seul objectif, c'est de choper un email. Et pendant le Black Friday, on va juste laisser des campagnes de retargeting, quelques campagnes d'acquisition, mais surtout, on va faire vivre cette base d'emails qu'on a collectée pendant le mois qui précède le Black Friday. Et ça, c'est hyper important. Ça te permet d'optimiser tes coûts et ça te permet aussi de ne pas payer ton CPM plein pot. Donc le CRM, c'est hyper important pour nous. Moi, je suis un gros fan de Klaviyo, l'outil, et des flows. Aujourd'hui, on génère quasiment 40% de notre CA sur l'email marketing avec les bonnes fenêtres d'attribution. Vous faites des différentiels de stratégie Black Friday selon les pays? Ouais, complètement. Je peux parler de la France et des US. On a globalement 2 strates un peu différentes. On essaye donc d'analyser. On connaît à peu près les produits qui fonctionnent. Et donc le but, c'est de les mettre en avant, d'avoir
une offre un peu banger que j'appelle. Donc c'est un peu l'offre foot in the door qui donne super envie. Mais derrière, c'est pas celle que tu vas prendre forcément. Mais en fait, c'est l'offre qui va te permettre de rentrer sur le site et ensuite d'acheter un produit qui est plus adapté à ce que tu recherches. Et ça, le travail, il faut le faire avant. Il faut savoir c'est quoi tes potentiels bangers. Il faut avoir shooté le contenu avant. Et surtout, faut A/B tester les créas. Donc nous, avant chaque période d'OP, on a 1 ou 2 jours, on fait que du creative testing. On va tester vraiment plein de variantes différentes d'un même concept créatif. Et on va choisir les créas qui fonctionnent pour investir massivement dessus. Parce que faut se le dire, pendant Black Friday, c'est des montants qui sont colossaux qui sont investis. Tu dépenses peut-être 50 000, 100 000 euros par jour. 100 000 euros par jour sur une créa qui fait 2% de CTR versus 2,7, ça n'a absolument rien à voir. La différence est juste massive en manque à gagner. Enfin, c'est des chiffres qui font peur. Donc, c'est hyper important, dès le départ, de faire son creative testing, savoir qu'on part avec une créa qui est suffisamment engageante. Alors, elle va être engageante parce qu'elle va avoir un bon positionnement, un bon prix, elle va avoir un bon hook. Il faut savoir aussi que pendant le Black Friday, les gens sont harcelés de messages publicitaires venant de partout. Donc, même si tu as une superbe offre, j'ai déjà vu des boîtes qui avaient des superbes offres, mais qui avaient un design qui était un petit peu mou, bah c'est quand même très difficile de s'en sortir. Parce que voilà, les gens sont inondés, ils sont dans un processus d'achat. Donc voilà, si ça se trouve, ils ont cliqué sur l'ad juste avant et ils ont zappé la tienne. Top. Écoute, la trame est déroulée. Yacine, je pense qu'on va pouvoir clore cet épisode avec la question finale de cet épisode qui est standard dans ce format. C'est: y a-t-il une autre boîte dont toi tu admires les stratégies d'acquisition? J'aime beaucoup French Bandit. Oui, que j'ai reçu dans ce podcast. Ouais, exactement. Et je trouve qu'ils ont une superbe approche. Faire du premium dans cette niche que je connais, hein, quand j'ai fait du dropshipping, j'ai pas mal été dans cette niche des pets, et c'est une niche qui est complètement irrationnelle. Je le dis, les gens qui achètent pour leurs animaux de compagnie n'ont pas de budget, n'ont pas de limite. Enfin, c'est absolument incroyable. Et c'est une niche qui est assez intéressante parce que en acquisition, en fait, t'es déjà un petit peu porté par ton produit. Ton produit, il est adressé à des petits chatons et des petits chiens tout mignons. Et donc, du coup, Facebook te fait pas payer si cher tes CPM parce que tu crées de l'engagement. Et donc, ça, c'est hyper intéressant et tu peux aller te permettre, en fait, d'aller super loin dans les déclinaisons. Typiquement, tu peux très facilement tomber sur le registre de l'humour avec des vidéos comme ça, que ça soit même en organique sur TikTok, en viral. Tu essayes de faire plein de concepts différents. Et eux, je pense qu'ils sont pas mal démarqués avec ça, donc ça c'est cool. Et j'admire aussi, en parlant de TikTok, toutes les boîtes qui arrivent à avoir une croissance organique via TikTok. Aujourd'hui, c'est un peu la seule plateforme qui te permet d'avoir des croissances exponentielles de façon organique. C'est plus possible sur Insta, c'est plus possible sur Meta. Voilà, l'âge d'or est définitivement révolu. Mais aujourd'hui, il y a des boîtes qui arrivent à trouver vraiment cette espèce de facteur de viralité qui est pas très compliqué. En fait, c'est un peu du test and learn. Tu vois des concepts créatifs qui fonctionnent et tu essaies de faire exactement la même chose, les mêmes plans, et tu essaies de percer avec une vidéo comme ça. Et l'avantage, c'est que tu peux avoir 4 millions de vues en 2 jours avec un CPM qui est égal à 0 €. Le seul coût, c'est le coût de production des créas. Donc, très fan des boîtes qui arrivent à se développer avec peu de moyens. Et c'est un peu aussi l'école du dropshipping, c'est faire beaucoup avec peu. Et c'est un peu un mantra que j'ai gardé aussi dans mon organisation chez DLC. Et c'est vraiment d'avoir le maximum d'impact d'abord en engageant le moins de frais possible. Je vais voir ce que je peux faire déjà avec mon setup. Et ensuite, voilà, si ça marche, à ce moment-là, on peut engager des frais plus importants pour aller chercher encore plus de croissance. Top. Merci Yacine. Merci à toi.